Allez, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Track Record sur Zoom Invest. On va parler aujourd'hui, j'en suis ravi, de Private Equity. On reçoit notre premier acteur du secteur, le président de 72 depuis juillet dernier, Thomas de Villeneuve. Merci de te joindre à nous, Thomas, pour cet exercice. Merci de m'accueillir. Bonjour Stéphane. Je suis ravi. Donc l'objectif, c'est de passer une grosse demi-heure ensemble. On va parler évidemment de l'activité du Private Equity, de 72, mais on va aussi parler de toi et ça m'intéresse beaucoup. Et pour commencer justement, petite question rituelle, on va surprendre personne. Est-ce que tu peux me dire comment tu présentes ton métier, parce que le tien il est un peu complexe, autour d'un café à un ami ou à quelqu'un de ta famille? C'est une excellente question parce que je me suis toujours demandé comment j'expliquais ce métier à ma mère. Voilà, qui est loin de tout ça. Mais très simplement en fait, notre métier ça consiste à investir l'argent d'investisseurs institutionnels ou particuliers dans des entreprises privées dont on va aider le dirigeant à les faire grandir en espérant au bout de 4-5 ans pouvoir revendre notre participation avec une plus-value. Ouais, c'est assez simple finalement. Voilà. Et c'est assez clair pour le néophyte? Je pense. Voilà. Est-ce que, je pose la question tout de suite parce que c'est intéressant, moi ce que j'aime dans le private equity, alors on va pas faire la différence entre le côté et de nos côtés, on en parlera plus tard, mais comment les gens réagissent pour te positionner par rapport à la banque? Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on te pose dans... Alors, là, je repense les copains au sport, tu vois, pas les spécialistes de notre métier. Bon, d'abord, j'ai des copains banquiers, donc ils voient à peu près la différence. Voilà, nul n'est parfait. Ils regrettent. Non, mais voilà. Donc, en fait, la banque, c'est des gens qui financent nos opérations, qui conseillent nos opérations et qui peuvent parfois, en fait, dans la galaxie des groupes bancaires ou financiers, être aussi clients. Voilà, et donc nous on fait un autre métier, nous on fait un métier d'identification des entreprises dans lesquelles investir, on réalise les opérations, on les aide ensuite en les accompagnant lorsqu'on est actionnaire et puis on gère l'opération de sortie, donc je pense que la distinction est assez simple. C'est assez simple, non, mais c'est très bien de le rappeler, en fait votre métier c'est un partenariat évidemment avec les financiers. On utilise les financements qui peuvent nous fournir, on utilise les conseils qui peuvent nous fournir, etc. Voilà, c'est un partenaire pour nous, très important, mais ce sont des partenaires. Très bien, merci Thomas. Donc on va parler justement comment on en vient à être président de 72. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, tes études, d'où tu viens, un peu de toi? Ouais, avec plaisir. Donc moi j'ai 53 ans, voilà, je suis né en 1972. Alors moi j'ai un parcours assez classique d'un jeune Français qui a eu la chance d'être dans un milieu favorisé, on va dire, avec des études classiques. J'étais au lycée, j'étais en classe préparatoire, j'ai passé mes concours, je suis rentré dans une grande école et je suis rentré dans un cabinet de conseil, un peu parce que je ne savais pas très bien ce que j'allais faire. Voilà. J'aurais bien volontiers continué mes études, mais mon père m'a dit, écoute, maintenant, moi j'ai fini mon job, donc tu fais ce que tu veux, mais c'est sur toi. Donc je suis allé travailler. Et finalement, j'ai commencé à travailler assez jeune, parce que si je me trompe pas, je devais avoir 22 ou 23 ans. Voilà. Voilà. Ouais, et donc, alors j'ai eu une chance, j'ai eu une enfance extrêmement heureuse. Et j'ai eu une grande chance, c'est d'avoir une famille qui a beaucoup voyagé en France par le métier de mon père. Et donc j'ai eu une chance, ce que je considère comme une chance, c'est que j'ai habité dans des tas de régions et des tas de coins de France différents. Montpellier, Tours, Marseille, Nancy quand j'étais plus jeune, Périgueux, etc. Donc je suis très content d'avoir eu l'opportunité de découvrir notre très beau pays dans différents coins. Et ensuite, j'ai fait une carrière d'abord au Boston Consulting Group, où j'ai eu la chance j'ai adoré cette période-là, très sincèrement, avec des gens extrêmement professionnels, extrêmement sympathiques, faire des missions passionnantes. Ça m'a permis d'aller habiter aux États-Unis pendant un petit moment pour le compte de cette entreprise. Côte Est, New York, avec un déménagement dont je me souviens, puisque moi j'ai déménagé le 14 septembre 2001. Cool. Donc c'est quelque chose. Bonne ambiance. C'est quelque chose d'assez dont on se souvient. Voilà, j'ai rencontré mon épouse aux États-Unis et puis je suis rentré chez Apax en 2001, septembre-octobre 2001, et j'y suis depuis. Voilà. Très bien. J'ai fait un petit passage à Londres pour mon service militaire, enfin ma coopération, mon VSNE, comme on disait, en termes du service national d'entreprise au Crédit Lyonnais. Et chez Apax, en 2 mots, le parcours entre 2001 en fait, et 2025 j'avais fait beaucoup de télécom et de technologie quand j'étais au Boston Consulting Group. C'est les débuts ça fait un petit peu ancien, ça fait un petit peu préhistorique, mais c'était les débuts de la téléphonie mobile.
Voilà, le début de la téléphonie mobile, avec la croissance extraordinaire des opérateurs de téléphonie mobile. Et puis aussi les premières expériences de données sur les mobiles avec le précurseur qui était une entreprise japonaise, NTT Docomo, avec l'iMode. Et j'ai eu la chance, en fait, au Boston Consulting Group, de commencer à travailler sur ces sujets et d'accompagner, en étant un piou-piou, la croissance d'entreprises comme CGTL, et puis l'histoire Vivendi, etc. Ouais, etc. ouais. Et donc j'avais un tropisme un tout petit peu, même si je ne suis pas un ingénieur, moi j'ai fait une école de commerce, un tropisme téléphonie mobile, tech, données. Et donc quand je suis T'as une appétence quand même pour tout ça, quand même, en vrai. De toute façon, on a forcément, alors quand on fait le métier que je fais, il faut être curieux, il faut avoir envie d'aller vers les choses qui bougent. Et c'est évident que moi j'ai eu la chance finalement de connaître les débuts de l'Internet, les débuts de la téléphonie, et c'était évident que voilà, c'était quelque chose qui est habitué des révolutions. On va y revenir après, évidemment, vous allez me voir venir, mais technologique, j'entends. Ouais, alors elles sont toujours de non, mais de toute façon, pour sa carrière, à titre personnel, pour l'intérêt de ce qu'on fait, pour l'investissement, il faut être présent sur les zones de fracture, voilà, les zones d'accélération. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, c'est pas un calcul. Je me suis pas dit tiens, génial, machin. C'est les hasards de la vie qui font que voilà. Et puis après, faut emprunter faut accepter ces choses-là, les embarquer. Donc j'ai eu cette chance-là. Et donc chez Apax en 2001, on m'a recruté pour faire partie de l'équipe qui s'appelait à l'époque TMT, Technologie, Médias et Télécom, et maintenant qui s'appelle Tech. Voilà. Qui était un gros ADN chez Apax. Ouais, historiquement, ça a été effectivement un ADN. De toute façon, le private equity, par définition, on va s'intéresser au secteur en croissance. Ouais. Voilà. Donc 2000, 2010, 2020... c'est des secteurs qui étaient structurellement en croissance, et c'est pas fini, avec des vagues successives qu'il faut savoir emprunter. Donc voilà, donc c'était aujourd'hui, et c'était le cas d'ailleurs, c'est à peu près la moitié de nos investissements. Alors dans la tech, il y a des choses très différentes, il y a du software, il y a des télécoms, il y a du service, il y a des tas de choses, mais disons le driver technologique concerne à peu près la moitié de nos investissements, sachant qu'il impacte en fait tous les secteurs, la distribution, le commerce, les services, la finance, tout ce que vous voulez. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc tu as dirigé cette branche TMT. Alors en fait, moi, d'abord, j'ai pas dirigé. D'abord, j'ai. Voilà, il faut. Non, mais il faut. Voilà, les carrières, ça se construit avec du temps. C'est pas. On n'arrive pas comme ça. Donc, j'ai progressé dans la structure. Ensuite, Eddy Misrahi qui en fait dirigeait la practice TMT d'Apax Partners à l'époque, a pris la suite du fondateur Maurice Chéniaud en 2011. Donc moi, j'ai co-dirigé la practice tech à la suite du mouvement d'Eddy. Et puis ensuite, quand Eddy a passé la main, c'est notre en fait deuxième transition managériale. Donc troisième président. Tu es le troisième président. Donc j'ai pris la suite d'Eddy en juillet dernier. Donc je fais très attention à l'endroit où va Eddy parce que ça se trouve c'est où voilà, mais voilà, donc ça s'est fait comme ça. Voilà, avec la chance d'une certaine manière, et là encore, c'est pas quelque chose que j'avais prévu, c'est pas quelque chose que j'avais vu. Moi, le private equity, les LBO, tout ça, moi, j'ai découvert ça en lisant Barbarian at the Gate dans le métro à Londres. Je ne savais pas que ça existait. Quand je faisais mes études, moi, c'était pas non plus un secteur. Et je me souviens très bien des premières personnes qui ont quitté le Boston Consulting Group pour aller faire du private equity. Les gens disaient, mais ils sont malades. Ouais, pourquoi ils sont dans une boîte géniale, machin, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est quoi ce truc, etc., etc. Donc voilà, donc moi j'ai eu la chance de bénéficier en fait de cette période de croissance, et qui n'est pas finie. C'est une industrie qui a de belles perspectives devant elle, pardon. Voilà, donc j'ai suivi. Pour la petite histoire, Thomas, l'entreprise que tu diriges aujourd'hui à ton âge, si je ne m'abuse. Ouais, alors je le dis pas trop parce qu'après on va dire que je suis complètement mégalo. Voilà, mais il y a aucun, voilà, c'est pas. Il se trouve que c'est comme ça. Non, mais c'est rigolo, c'est troisième président sur 50 ans. Ça veut dire qu'il y a une forme de stabilité. On va en parler, mais il y a une forme de vision quand même. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est important ça. Quand j'ai eu mes entretiens avec donc les associés de l'époque, le fondateur, Maurice Chéniaud, etc., chez Apax, maintenant 7-2, c'est qu'on sentait que les gens avaient envie de construire une entreprise. Et pas de construire une tirelire ou de faire un coup. Ouais. Non, de construire une entreprise. Et je pense que c'est profondément ancré dans l'ADN. Des vrais entrepreneurs qui font l'entreprise. Alors,
nous, on a repris quelque chose. Oui. Faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est le fondateur, c'est lui qui a fondé. La nature du risque que moi j'ai pris personnellement n'est pas de même nature, même si elle est présente. On investit fortement dans nos fonds, on investit dans l'entreprise, donc on est aligné d'une certaine manière avec nos investisseurs. Il y a une prise de risque entrepreneuriale, elle n'est pas nulle du tout, mais elle n'est pas de la même nature que de quelqu'un qui a tout créé, et qui a même quasiment créé l'industrie, je veux dire, dans les années, au début des années 80. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, parce que finalement, à la fin de sa vie, ou quand on regarde son parcours, c'est quand même ça qui compte. C'est pas ce qu'on a mis à la banque, c'est ce qu'on a construit. Très bien. Et donc voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, très profondément ancré dans le. Et donc, c'est normal qu'on transmette, parce que n'importe quelle personne qui crée une entreprise ou dirige une entreprise à un moment donné, elle a quand même une satisfaction de laisser quelque chose qui a encore de belles perspectives. Et je pense, alors je suis dans l'action là, donc je verrai ça plus tard. Oui. Mais je pense qu'il y a une forme de satisfaction et de plaisir à voir que ce qu'on a initié, ce qu'on a démarré, ce qu'on a construit prospère. Voilà. Encore plus dans l'entreprise. Et c'est pas à toi que je vais, non, mais je vais dire ça. On a tous ce plaisir-là. Quand même. Exactement. Puis on arrive à des âges, parce qu'on a à peu près le même âge, où on commence à se poser ce genre de questions. On ne se les pose pas à 30 ans. Alors on n'a pas forcément le temps. Non, mais, parce qu'on a toujours mais tu vois ce que je veux dire, trucs à faire. Les enfants, la transmission, c'est des choses qu'on n'avait pas à 30 ans. C'est pas forcément ça. Non, je pense. Alors à titre personnel, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours. Ça t'a toujours animé. J'ai toujours aimé. Moi, vous me mettez sur une plage, au bout d'une demi-heure, je m'embête, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire des choses, c'est de participer. Là, je suis très bien. C'est de participer à quelque chose. D'être dans le mouvement. Voilà, et d'avoir l'impression que qu'on contribue à quelque chose qui parfois vous dépasse aussi. Ouais. Voilà. Et ça, c'est bien pour dynamiser les équipes. Mais de toute façon, je pense que un entrepreneur, je suis pas. C'est pas mon parcours à moi. J'ai pas un parcours entrepreneurial en étant parti de zéro, et j'ai énormément d'admiration pour les gens qui font ça, mais c'est pas mon histoire à moi. Par contre, je sais que le driver et le moteur pour faire ça, ça peut pas être de constituer un patrimoine. Ouais. C'est de créer quelque chose. Ouais. Et le patrimoine est la conséquence de ça. Le créateur, il y a une forme de... Voilà. C'est pas conscient. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête quand on dirige quelque chose. C'est bien évident. Et puis après, il y a le plaisir de la performance. C'est-à-dire que quand on dirige une entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit Seven2 ou que ce soit les sociétés qu'on accompagne dans notre portefeuille, il faut avoir cette envie de la performance. Très bien. Je comprends pourquoi les associés de Seven2 ont choisi Thomas pour dynamiser cette nouvelle ère de Seven2. Merci beaucoup. On va passer à la première séquence. On va faire une mini-séquence. Je m'étais juré de le faire. On va lui faire tourner la roue aussi. Thomas, à toi. Faut que je tombe sur quoi, Stéphane ? Ah bah écoute, tu choisis. C'est ta couleur préférée. C'est quoi ta couleur préférée d'ailleurs ? T'en as pas. C'est difficile. On est sur quoi là ? Sur le rose. Alors, le rose, mini-séquence The Big Three. Les trois gros, pour la petite référence. Alors, on essaie de pas réfléchir, évidemment. Un peu de spontanéité, les trois qualités incontournables chez un dirigeant que tu décides de financer. Le drive, l'intégrité et l'intelligence. Très bien. 3 red flags qui te font dire on n'y va pas. Est-ce qu'il y en a déjà, les 3 red flags ? Chez un dirigeant ? Ouais. L'inverse des 3 premières. Voilà. Alors là, c'est un peu plus compliqué. 3 figures inspirantes historiques. Ça peut être non connues comme des gens connus. Est-ce qu'il y en a 3 qui te viennent à l'esprit ? C'est une question assez compliquée. Je ne répondrai pas forcément par des personnes. Parce que dès qu'on rentre sur des personnes, il y a toute une part que je ne connais pas, etc. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour les grands navigateurs. Ok. De l'époque des grandes découvertes. Ok. Parce que c'est à la fois quand on lit les biographies de ces gens-là et leur histoire, c'est à la fois des entrepreneurs, des gens qui ont dû se financer, des gens qui ont eu du courage. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les grands explorateurs. Ok. J'ai le complexe j'ai de l'admiration pour les très grands scientifiques. Je suis admiratif de l'abnégation qu'il faut, la discipline, la recherche et tout ça. Voilà. Ouais. Donc, et puis quand même aussi les très grands entrepreneurs. D'une manière générale, il y a quelque chose que ce métier
je ne sais pas s'il me l'a appris, mais en tout cas, c'est une conclusion que j'en tire, c'est que une personne peut avoir un impact absolument phénoménal. Sur, donc c'est ça, c'est ces figures-là qui peuvent t'inspirer. Qu'ils aient eu envie d'avoir un impact ou pas. Après, en sortir 2 ou 3, je ne serais pas forcément le. Non, mais tu as raison. Par exemple, sur les explorateurs, il faut faire attention parce que c'était des autres époques. Tout n'est pas rose et qu'il y a des gens mais alors ça, moi, trouveront toujours à redire sur qui était. Oui, mais c'est très facile a posteriori. Je pense que je me dis toujours que les gens diraient exactement la même chose de nous dans 100 ans, donc il faut rester modeste. Voilà. Évidemment. Très bien. On essaye de faire ce qu'on peut dans l'univers dans lequel on est, quoi. Non, mais c'est très bien. 3 deals qui ont marqué ta carrière. Alors, on est peut-être obligé de les citer, mais est-ce que, enfin, sauf si tu veux, mais est-ce qu'il y a 3 deals vraiment? Ça peut être que un, mais c'est toujours embêtant parce que ça veut dire que les autres non. Donc, non, mais qui ont marqué pour des raisons diverses et variées. Donc il y a toujours, franchement, on a, voilà, on est, tous les deals ont été d'une certaine manière importants. Donc ça, j'ai fait la réponse un peu politiquement correcte, un peu bateau. Voilà pourquoi il est non, il y a des deals. Oui, il y a effectivement des deals qui m'ont plus marqué que d'autres. J'en citerai rapidement 2. Le premier, c'était Altran Technologies. J'allais te le citer. Parce que d'abord, c'est une entreprise extraordinaire. Des dizaines de milliers d'ingénieurs qui travaillent sur des projets absolument passionnants. Donc, et puis, c'était un deal très particulier. Et puis surtout, on a eu un timing absolument catastrophique, mais ça, on ne peut pas le savoir. On a investi juste avant le krach boursier. Et donc, voilà. Et puis, on a finalement développé l'entreprise et qui maintenant a été intégrée dans Cap pour faire un champion. Donc ça, c'était un deal absolument incroyable. Parce que pas simple en plus, en termes de timing. De toute façon, ces deals-là, c'est des aventures en fait. Et puis on rencontre des personnes, voilà. Mais il est très lié à votre histoire. Quand même, et le deuxième que je citerai, je dînais avec son fondateur dimanche dernier, Infopro Digital, parce que une entreprise qu'on prend, elle faisait 12,6, si je me souviens, 12,6 millions d'EBITDA, qu'on a amené jusqu'à près de 70, dans une période extrêmement compliquée pour de la tech dans son aussi, domaine d'activité. C'est une entreprise de médias professionnels, mais de base de données, puis qui a évolué vers une société de technologie. Et là encore, la rencontre humaine, la satisfaction de voir l'entreprise devenir une belle entreprise, et puis des histoires, sans rentrer dans les détails, l'acquisition du moniteur, enfin des trucs absolument dingues. Donc il y avait un côté. C'est plutôt ces deals-là, voilà. Mais tous, Greatech, Expério, Destiny, enfin tous les deals, sont des super histoires. C'est d'abord la rencontre quand même de personnages et de personnes assez extraordinaires que sont les entrepreneurs. On va en parler parce que c'est la base de votre métier qui est quand même un métier formidable. D'avoir des gens qui sont dans l'action. On va en parler. Je suis obligé de faire. Il s'amuse bien dans les équipes de Zoom avec. Je suis obligé de le faire. J'espère qu'on va le garder au montage parce qu'il m'a encore écrit. Il me fait des surprises, Lucas, sur les fiches. Il m'a marqué 3 médias de la gestion de patrimoine à suivre évidemment. Et entre parenthèses, il a marqué je tente pour faire dire à Thomas qu'il faut évidemment regarder Zoom Invest. Zoom Invest. Et Zoom Invest. C'est fait. Très bien. Passe à la suivante. Merci. Merci Thomas. On a fini pour cette mini-séquence. C'était ça qu'on devait faire. C'était ça qu'on devait faire. C'était pas prévu. Merci. On passe à l'actu. Allez Thomas, maintenant on va parler un petit peu de l'actualité du métier. Je pense que c'est important. Je rebondis justement sur ce qu'on se disait dans la mini-séquence. Moi je trouve que tu as un métier formidable parce qu'en fait finalement le private equity, tu es en contact constamment avec des gens qui ont des projets. Alors des projets à créer ou des projets à développer. Comment ça se passe? Comment ça se porte en ce moment finalement le marché du private equity? Alors d'abord, Seven2, nous on est sur des entreprises qui sont déjà relativement matures. Donc capital développement, on va appeler ça comme ça? Non, alors nous, on fait okay. du buy-out, on fait des opérations à effet de levier, donc des entreprises rentables qui génèrent des cash flows, dont le business model est démontré, etc., qui ont déjà un historique de croissance. Troisième cycle. Que ce soit dans le small cap, dans ce qu'on appelle le small cap, pardon pour le jargon, mais c'est dans des entreprises qui vont faire, on va dire, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc nous, on investit des tickets de 10 à 30 millions d'euros dans des entreprises de ce type-là, en France, avec une stratégie Apax Partners Développement. Et puis après, on investit dans des ETI européennes. Là, avec un fonds plus large, on va mettre des tickets de 100, 200, 300 millions d'euros d'equity dans ces entreprises. Et ce sont des entreprises qui vont déjà faire entre 100, 200, 300, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc nous, on vient à un moment donné où on va aider l'entreprise
agrandir, se structurer, accélérer. Je dirais la création a déjà été faite d'une certaine manière. Et souvent, et souvent, on permet même à l'entrepreneur de déjà, on va dire, réaliser une partie de son investissement. Parce que ce qui est sain quand même dans un développement d'entreprise, c'est que à chaque étape de prise de risque correspond aussi d'une certaine manière une rémunération et puis on repart avec une nouvelle histoire, enfin une nouvelle étape et une nouvelle prise de risque. Donc nous on arrive à un moment donné, d'ailleurs très souvent on appelle ça le capital transmission historiquement, puisque c'est un moment donné où on va permettre soit au management de se reluer au capital d'entreprise, soit au fondateur de sécuriser une partie de son patrimoine pour repartir dans une autre histoire. Donc nous on est plutôt sur ce type-là de... Voilà. Alors effectivement, pour rebondir un peu sur ce qu'on disait avant, ce que je disais avant sur l'importance de la personne, le dirigeant reste absolument central dans la décision d'investissement et dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance de l'entreprise. Mais, je dirais, et notre métier, d'une certaine manière, évolue de plus en plus vers ça, on doit aider le dirigeant à faire grandir, à développer son entreprise. Et comment on va l'aider ? On va l'aider en lui apportant du support sur différentes choses. Et bien évidemment, on ne gère pas l'entreprise, on est actionnaire, on est administrateur, on n'est pas dirigeant de l'entreprise, mais on va amener tout un tas de choses, soit en attirant l'attention sur certains sujets, soit en apportant des méthodologies sur d'autres. Parce qu'aujourd'hui, dans notre métier, je dirais la création de valeur, alors pour jargonner, faire le malin, l'alpha, c'est-à-dire la surperformance qu'on est censé générer, elle va venir de notre capacité à améliorer opérationnellement l'entreprise. Alors quand je dis c'est aider à faire que les dirigeants l'améliorent, et à transformer l'entreprise. Et aujourd'hui, il y a, je dirais tout particulièrement, aider les entrepreneurs des PME et des ETI à tirer le meilleur des révolutions technologiques, sociétales qui impactent le monde des entreprises. Aujourd'hui, il y en a pour nous deux majeurs. Il y a bien évidemment les AI et, même si c'est moins à la mode, tout ce qui est autour de l'ESG, la sustainabilité, qui sont pour moi les deux grands drivers de création de valeur future. Avec l'AI, bien évidemment, qui est au cœur de toutes les préoccupations. Et donc, notre rôle à nous, c'est d'aider, l'entrepreneur à grandir. Donc, comment est-ce que je scale une entreprise, l'aider à recruter, l'aider à structurer, l'aider, etc. Comment je grandis mon business, des build-up, des acquisitions, là, c'est des choses qu'on les aide à faire. Et 3, comment j'embrasse ou je tire parti de ces révolutions qui vont être au cœur de... je veux dire, l'intelligence artificielle, tout le monde est bien évidemment au courant que c'est... Je veux dire, maintenant, il faut être sourd pour ne pas comprendre que c'est une révolution. Par contre, je pense que ce que tout le monde n'anticipe pas forcément ou n'a pas forcément anticipé, c'est que la vraie révolution, elle arrive maintenant avec l'agentique. Avec les agents. Ouais. Pour faire simple, ou pour être un tout petit peu simpliste, mais pardon pour les experts. Non, mais c'est très bien parce que c'est très complexe. Ouais. Pour être très, tout ce qui était AI génératif, ça donne des conseils, ça analyse, ça, etc. Ouais. L'AI agentique, elle va raisonner et elle va agir sur le réel. Ouais. Elle travaille, elle va produire du travail. Elle remplace. Quelque part. Ou elle complète. Ou elle complète, pardon. Voilà. Oui, t'as raison. Ou elle augmente. Ouais. Hein. Voilà, faut pas. Il y a un discours un peu catastrophiste en permanence. Oh là là, ça va remplacer. Non, je crois pas. Je pense pas. Donc voilà. Et donc ça, typiquement l'entrepreneur. Bon, parfois il peut être un peu. Il sait qu'il faut le faire, mais lui il l'a jamais fait. Il connaît pas. Il n'a pas les accès. Et c'est là où on va nous amener avec notre expérience. Aujourd'hui, on a une trentaine de sociétés en portefeuille, un peu plus que 30. On a plus d'une vingtaine de programmes qu'on a initiés nous, qu'on encadre nous, de transformation par l'intelligence artificielle d'entreprises dans lesquelles on est investi. J'allais te poser la question. Ouais. Quel était l'impact ? L'impact, il est 2/3. Quoi. C'est énorme, en fait. C'est-à-dire sur les entreprises financées. Non, alors en fait, nous, systématiquement, on va... Alors d'abord, dans le choix de nos sous-secteurs dans lesquels on investit, est-ce que l'AI a un impact positif, négatif ou voilà. Ensuite, dans les entreprises qu'on va choisir, parce que c'est pas un sujet technologique uniquement, l'AI. C'est un sujet d'abord de change management, de transformation, de capacité à implémenter le changement au sein de l'entreprise. Donc il y a des entreprises qui sont plus ou moins prêtes. Il y a des modèles d'entreprises qui sont plus ou moins faits aussi. Exactement, pour l'absorber facilement. Donc toute la partie de sélection des investissements va être impactée par ça. Et puis bien évidemment après,
une fois qu'on est investisseur, qu'on est actionnaire et qu'on accompagne le dirigeant, comment on aide cette entreprise à transformer son business. Moi, j'ai des exemples où, pas forcément citer de nom, mais une entreprise qui a amélioré de 30% son EBITDA en un an, en retravaillant grâce à l'intelligence artificielle son principal process. Ouais. Voilà. Donc, on est d'accord. Quand je dis ça, c'est pas des slides. Non, mais la première force de l'intelligence artificielle Ouais. et des technologies, c'est évidemment l'amélioration du process. Les gens pas ont forcément. peur. Non, pas forcément. Ça peut être aussi l'amélioration de l'offre. Ça peut être des tas de choses. Si je suis un peu schématique, dans la technologie, nous, on va s'intéresser surtout à l'impact que ça peut avoir sur l'offre. D'accord. Et dans les services, services, comment est-ce que ça transforme la manière dont je délivre ce service. Ça augmente, évidemment. Donc ça va créer de la valeur ajoutée. Après, il y a bien évidemment des secteurs qui sont impactés. Et il y a même certains secteurs qui n'ont plus beaucoup de valeur parce que l'intelligence artificielle est Il y a des secteurs sur lesquels vous étiez, sur lesquels vous vous retirez, ou vous êtes en tout cas beaucoup plus prudent. En fait, nous, on a depuis déjà pas mal de temps, on est concentré sur deux grands secteurs. Alors après, il faut parler de sous-secteurs, mais on a deux grands secteurs, la technologie et les services, voilà, et que du B2B. Ouais. Voilà, pas de B2C. Ouais. Donc, d'une certaine manière, il y a des segments de marché dans la tech qui vont être impactés, dans lesquels on ne regarde pas. Parce que voilà. Et puis, il y a des segments où on ne sait pas. Donc, ça, on ne va pas regarder non plus. On va attendre. Voilà. Okay. Et puis, il y en a dont on sait qu'ils vont être les principaux bénéficiaires. Dans notre stratégie small cap, on vient d'investir dans une entreprise dont le métier consiste à aider les entreprises à implémenter de l'agentic chez eux. Donc bon, là, normalement, si on n'est pas trop bête, on vient d'investir dans une entreprise aux Pays-Bas dont le métier, c'est d'assurer la sécurité en approvisionnement électrique des data centers. Ouais. Bon, là, il n'y a pas besoin d'être super malin pour... oui, là, ça comble plusieurs cases, on est d'accord. Donc il y a effectivement des bénéficiaires directs. Et puis après, il y a des tas, et ça va être, à mon avis, la majorité, où en fonction de ce qu'on va faire, et en fonction de là où on part, eh ben, on va soit créer la différence de manière positive, croire plus vite, consolider sa position concurrentielle, soit au contraire, on va souffrir parce qu'on n'est pas prêt, on ne fait pas les choses. Donc c'est là où nous, on doit être sûr de notre coup quand on arrive et puis aider l'entrepreneur. Voilà, on est une équipe de 6 personnes qui fait ça chez nous. Qui regarde qui aide les entreprises à implémenter sur l'AI. Oui, donc c'est un vrai sujet. Ouais, c'est un... Alors, pour ne pas être que là-dessus... Ouais. Bien sûr, l'IA est dense dans ce que je vais te poser comme question, mais je sais que vous avez une vision très européenne. Alors sur le fonds de développement, c'est franco-français. En revanche, sur le reste, c'est très européen. Ça n'empêche pas que les entreprises du fonds de développement peuvent avoir des activités hors de France. C'est quand même d'avoir nos limites, évidemment. L'aspect souveraineté européenne, donc c'est la tech, la défense. Tu parlais aussi de l'ESG quelque part, de toute cette énorme transition climatique, on va dire ça comme ça, en tout cas de développement durable, qui est un marché énorme, moins à la mode évidemment que l'IA. Est-ce que c'est un nouveau moteur, alors pour Seven2, mais aussi globalement pour le métier du private equity? Est-ce que vraiment ça ouvre d'énormes perspectives ou c'est simplement la continuité finalement d'un développement global de l'activité? Alors nous, notre métier, ça consiste à identifier les entreprises qui vont faire de la croissance. Parce que le premier driver moteur de création de valeur, c'est la croissance. Il faut croître, le mieux, c'est de croître son chiffre d'affaires. Bien sûr. Voilà. Et après, il y a de l'amélioration opérationnelle, on accroît ses marges, etc. Et puis après, il y a de l'efficacité financière, où on a un meilleur rendement sur le capital et la dette qu'on met, etc. Mais la base, c'est quand même d'aller dans des entreprises et des industries. Alors, que ce soit pour une entreprise ou un État, voilà. C'est mieux quand ça grandit. Donc en fait, nous, ce qu'on regarde, c'est en fait ces nouveautés. Comment elles vont réallouer ou redistribuer la croissance? Qu'est-ce que ça va générer comme potentiel de croissance dans telle ou telle activité? Si je prends un truc assez basique, la défense, quand tout le monde vous dit il faut qu'on refasse des munitions, il faut qu'on réarme, il faut qu'on machin, à un moment donné, il va y avoir des contrats, et derrière les contrats, il y aura des euros, et derrière les euros, il y a des entreprises qui vont récupérer ces euros. Donc effectivement, voilà. Alors nous, la manière dont on regarde le sujet, on parle plutôt de résilience. Et dans la résilience, il y a toutes les problématiques de défense, de souveraineté, mais de sécurité alimentaire, de sécurité d'approvisionnement, etc., etc. Donc ça, c'est un thème, effectivement. Voilà. Après, je dirais, au-delà des headlines ou des unes de magazines ou des déclarations d'intention, il faut regarder concrètement, est-ce que ça va permettre à certains acteurs de l'économie
de croître, de créer de nouvelles bases de clientèle, de créer de nouveaux produits. C'est ça qu'on doit regarder concrètement, je veux dire. Donc là, on est en train de travailler sur toute la partie, effectivement. Mais si je prends l'exemple de cette société Swart néerlandaise qui fournit ces systèmes de sécurité d'approvisionnement électrique pour les data centers, mais pas que ça, hein, ce qu'on appelle le microgrid, enfin bon, bref. Voilà, ça, c'est de la résilience. Ouais. Voilà, parce que je suis une entreprise, pour une raison X ou Y, le fait qu'on est dans le mix énergétique beaucoup plus d'énergie alternative, qu'il y ait de la pression sur la consommation parce que les data centers consomment énormément, etc., j'ai besoin d'approvisionnement électrique, je vais le sécuriser, je vais contracter avec cette société. Voilà. C'est ce genre de raisonnement qu'il faut qu'on ait. Et puis après, il y a effectivement... voilà. Alors, la sustainabilité, pour moi, ou le ESG, c'est différent. Nous, on se concentre sur deux choses, la décarbonation et l'engagement des personnes. Voilà, parce qu'on ne peut pas tout faire. Une PME, elle a une bande passante limitée. Et puis, donc, on se concentre sur ce qui a vraiment de l'impact et là où on peut apporter quelque chose. Là, la conviction, elle est un peu différente. Elle est, à la fin... On peut dire ce qu'on veut, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des modes, c'est moins la mode, on en parle, on n'en parle pas, ok. Mais d'une manière tendancielle, à la fin, il faut que les entreprises rentrent dans ce mouvement-là. Les produits qui présentent certaines qualités auront à un moment donné la préférence des consommateurs. Ouais. Et même si je suis un tout petit peu plus tactique en tant qu'investisseur, si je veux pouvoir vendre ces entreprises à un industriel, il faudra qu'elle soit aux normes parce que peut-être que l'industriel ne pourra juste pas l'acheter si on n'a pas fait ce travail-là. Oui, il ne faut pas que ça dégrade sa note à lui. Donc d'une certaine manière, voilà, c'est comme ça qu'on essaye de comprendre comment ces évolutions-là impactent. Ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Il faut saisir ces grandes tendances et savoir quels sont les acteurs qui vont en bénéficier, entre guillemets, le plus. Voilà, après, il y a des voilà, donc on va aller vers les secteurs qui bénéficient de supports de croissance structurelle, que ce soit le vieillissement, que ce soit la technologie, etc. Des secteurs où il y a de la fragmentation aussi, parce que les stratégies d'acquisition, de build-up, permettent généralement de créer de la valeur en constituant des acteurs avec des parts de marché plus importantes. Donc on va regarder les secteurs où il y a des barrières à l'entrée, voilà, parce que c'est quand même mieux de construire des avantages compétitifs durables, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'on va travailler. Donc chaque évolution va être étudiée au prisme de ces... Très bien. Voilà. On va parler justement, on va revenir un petit peu un peu plus sur Apax et sur Seven2, mais d'abord, je te refais tourner la roue pour une deuxième mini-séquence. Génial. Allez, c'est parti. Alors, on retourne la roue une deuxième fois. Voilà, bam. Alors, Violet. Échelle de conviction. Donc là, il faut me répondre de 0 à 10. Est-ce que tu es convaincu ou pas de la phrase que je vais évidemment te donner? 10 étant, tu es très convaincu. Okay. Le private equity reste la classe d'actifs la plus performante sur le long terme. 10. Très bien, ça aurait été étonnant. La démocratisation de l'accès des particuliers au private equity est une évolution saine pour le marché. 10. Les valorisations de la tech européenne vont repartir fortement dans les prochaines années. Alors là, c'est pas des convictions, c'est Madame Irma. Allez, 8. 8. Ah, quand même, d'accord. T'es assez serein. Je peux pas dire que 10. Ouais, d'accord. Non, mais ça veut dire que t'as quand même confiance. Ouais. Tant mieux, tant mieux. L'intelligence artificielle va transformer profondément la manière dont les fonds investissent. 15. On a bien compris. Ça, c'est une bonne réponse. Les investisseurs sous-estiment encore l'importance de la qualité du management. On en parlait tout à l'heure. Alors, c'est fondamental, mais je pense que les investisseurs en sont conscients. Ouais. Okay. Quand on dit les investisseurs, c'est aussi ma profession du CGP et du banquier privé qui conseille le private equity à monsieur et madame tout le monde. Notre capacité à passer cette information. Non, mais je pense que si... faut pas. Les gens sont quand même compétents. Je veux dire, ils savent. Ouais. Bon, une dernière question qui n'y est pas, mais je suis obligé de la mettre. Il faut investir avec Seven2 en private equity. 10. 10. Très bien. Allez, merci pour cette mini-séquence. Je crois que j'ai mis que des 10. Il faut être convaincu. C'est bien d'être convaincu. Et un 15. C'est bien d'être convaincu. Allez, on va faire un petit focus activité quand même. On va parler évidemment du groupe. Donc, tu es le nouveau CEO, président pour les Français. Depuis juillet 2025, tu nous as expliqué ton parcours. Est-ce qu'un nouveau président, ça arrive avec une nouvelle vision ou quelque part, on essaie d'assurer une continuité? Comment tu vois finalement ce positionnement chez Seven2? Quelle était l'idée globale de ta candidature et finalement de ton choix, si je peux m'exprimer comme ça? En fait, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Dès 2022, Eddy Misrahi avait
dit aux investisseurs, parce que nos clients, les gens qui en fait sont les propriétaires indirects des entreprises qu'on gère pour eux, c'est quand même ça qu'il n'allait pas diriger le 7-2 lors des prochaines levées de fonds, Min-Market, et donc il allait à un moment donné passer la main. Et il a annoncé en fait comment ça allait se passer d'une certaine manière. Et donc on a pendant 3 ans, on s'est préparé pour cette étape. Donc c'est pas j'arrive, paf, non, c'est beaucoup plus continu, c'est quelque chose. Voilà. Et puis moi ça fait quand même presque 25 ans bientôt que je suis dans l'entreprise. Donc la montée, je vais dire en puissance, si je peux parler comme ça, elle est progressive. Ouais. Voilà. Alors quand on arrive, d'abord il y a 2 choses. Il faut conforter et renforcer l'ADN. Voilà. Et parce que moi, ma conviction, c'est qu'il y a un ADN dans une entreprise qui fait sa spécificité, qui fait sa force, mais qui doit être sans arrêt affiné pour correspondre aux besoins du marché donné. Alors on a de la chance parce que d'une certaine manière, notre ADN, et c'est une conviction forte, je mettrais 10 aussi là, est particulièrement adapté à ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi ? D'abord, on est concentré sur le small et le mid-cap, qui pour moi est la classe d'actifs, la taille d'entreprise sur laquelle on peut avoir beaucoup d'impact et sur lequel le potentiel de création de valeur pour l'investisseur est le plus important. Le deuxième, c'est qu'on est concentré sur l'Europe, qui est un terrain de jeu aujourd'hui très attractif. On a une position de majoritaire dans quasiment tous nos deals, ou en tout cas, on est très actif auprès des sociétés de portefeuille. Et je reviens sur la conviction que la génération d'alpha va venir, de notre capacité à aider les entreprises à se transformer. Donc ça nécessite en fait d'avoir cette attitude assez hands-on. Et enfin, on est spécialisé sectoriellement. D'accord. Et donc aujourd'hui, pour bien sélectionner les entreprises, bien les accompagner, il faut avoir de l'expertise sectorielle. Ouais. Donc ça, c'est l'ADN qui depuis a progressé, mais depuis la fondation d'Apax plus 7-2 est vraiment au cœur du sujet. Alors après, qu'est-ce qu'on apporte de nouveau, d'une certaine manière, ou qu'est-ce qu'on essaye d'emmener ? D'abord, je pense qu'aujourd'hui, la société de gestion doit être beaucoup plus intense, beaucoup plus agile, pour délivrer en fait les promesses autour de la capacité à accompagner la transformation des entreprises et l'optimisation opérationnelle, la capacité à accompagner les entreprises face à l'AI et le ESG, et la capacité à bien comprendre les dynamiques et les intérêts des secteurs sur lesquels on travaille. Donc je dirais, moi, ce que j'essaye d'apporter, c'est l'européanisation complète de la société, parce que l'échelle pertinente aujourd'hui, c'est l'Europe. Bien sûr. C'est ce qui permet la diversification. Quand on est spécialisé sectoriellement, c'est ce qui permet d'avoir un terrain de jeu de taille importante. C'est ce qui permet aussi d'amener de la diversité dans les équipes, des angles de vue différents. Aujourd'hui, 7-2, pour te donner un ordre de grandeur, c'est une petite centaine de personnes. J'allais te poser des questions. C'est une quinzaine de nationalités, c'est 4 bureaux, Amsterdam, Munich, Milan, Paris. Donc on a eu ce mouvement d'européanisation qui est volontaire. Hein. Notre dernier portefeuille Min-Market, la majorité des investissements ont été réalisés hors de France. Hors de France, okay. Voilà, donc on continue ça, on amène ça. Pardon. Il y a combien de sociétés en portefeuille ? 32, je crois. Ok. Okay. Je devrais savoir ça par cœur. Hein, ouais, 38, 32. Oui, alors l'actif sous gestion aujourd'hui, c'est un peu plus de 5 milliards. D'accord. Voilà. Pour qu'on ait. Voilà, c'est un peu plus de 5 milliards. Et sérieux, alors nos derniers fonds, on va finaliser le closing de notre fonds ADF normalement en juin, entre 250 et 300 millions. Le dernier fonds Min-Market, qui est déjà bien investi, c'est un fonds d'1,6 milliard. Et on a un véhicule Evergreen dans lequel les particuliers peuvent investir au travers que vous connaissez bien évidemment, qui s'appelle APO, qui fait à peu près 550 millions. Voilà. Okay. Et le reste, l'écart, quand on fait ces 5 milliards moins ça, c'est les valeurs de portefeuille. Petite question sur... parce que là, on parle évidemment des cibles, on parle de l'investissement. Parlons un peu des investisseurs. Est-ce qu'ils ont évolué sur les 50 dernières années ? Qui sont les grands partenaires ? Il y a évidemment la gestion de patrimoine. Il y a la banque. Est-ce qu'il y a beaucoup d'institutionnels qui confient l'argent finalement à cette banque aujourd'hui ? Je dirais aujourd'hui... 2026. Alors je vais donner des grandes masses. Oui, vous m'excuserez si c'est pas au pourcentage près. Non, bien sûr, bien sûr. Je dirais la clientèle privée,
retail, high net worth individual, etc., c'est une vingtaine de pourcents, et les 80% après, ça va être des institutionnels. Voilà. Et dans les institutionnels, vous allez avoir les grands fonds de pension européens. Vous allez avoir des fonds de fonds, vous allez avoir des groupes bancaires ou d'assurance. Voilà, vous allez avoir des fonds de retraite particuliers français, vous allez avoir ce genre d'investisseurs. Mais c'est vrai que la tendance des dernières années, c'est une montée des investisseurs clientèle privée, ou small family office, ou high net worth, etc. Soit en direct dans les fonds, soit via des véhicules comme APO. Ouais. Il y a très clairement une appétence de notre profession pour le private equity depuis certaines années. Tu les ressens dans les chiffres de collecte, parce qu'on sait que la collecte est moins évidente en 2025-2026. On a globalement, alors la collecte est moins évidente globalement pour le private equity. C'est pas un mystère. Ça suit des périodes absolument euphoriques jusqu'en 2022. Donc voilà, il y a une respiration qui est là. Il y a aussi moins de liquidités apportées par les grands fonds, donc il y a moins d'argent qui revient pour les institutionnels pour l'investir. Ça, c'est clair, c'est comme ça. On travaille dessus, ça va se dégrupper à un moment. Et il y a une montée, effectivement, en puissance des investisseurs particuliers. Et je dirais, alors ça, c'est un peu personnel, moi, alors je vais appeler ça une clientèle pour laquelle on a beaucoup de plaisir à travailler. Voilà, parce qu'elle est incarnée. Parce qu'elle est incarnée, parce que souvent ce sont des entrepreneurs qui réinvestissent leur argent, et parce que c'est des gens qui sont sensibles, ou des clients qui sont sensibles aux histoires entrepreneuriales qu'on peut raconter, etc. Donc voilà. Et puis ça paraît idiot, mais c'est des gens que vous pouvez croiser au coin de la rue. C'est aussi la personne qui peut vous poser 40 questions et que vous avez envie de penser à autre chose à un dîner. Bon, ça c'est parfois plus embêtant. Bien sûr. Voilà, mais voilà, donc c'est ça notre base d'investisseurs. Ouais. Alors est-ce que justement... Et puis après, j'oublie, il y a nous. Nous, l'équipe. Nous, on le met avec plaisir. Mais on met des sommes relativement importantes. Pour. C'est une obligation ou c'est quelque chose qui se fait sur le volontariat? Alors, d'abord, c'est le truc de base. C'est put your money where your mouth is. Je veux dire, c'est des trucs de base. Ce qui est rassurant pour nous et pour nos clients. Mais qui sont de base, mais qui marchent. Ils sont de base parce qu'ils marchent. Donc, bien sûr. T'y crois, tu mets. Et pour nous, c'est génial. Moi, j'adore investir dans mes fonds parce que je sais ce qui se passe. C'est vaut mieux. Voilà. Donc, surtout s'ils performent. Et puis voilà, c'est à la fois une obligation contractuelle, bien évidemment, parce que ça fait partie du métier. Et puis généralement, c'est aussi, très sincèrement, il ne faut pas trop nous forcer. Oui, évidemment. Mais c'est bien. Surtout si tu sais que les opportunités sont portées. Exactement. On va finir sur l'activité. Je vais revenir, excuse-moi, sur l'intelligence artificielle. Je sais que c'est un sujet qui est important chez vous en ce moment. Il y a une équipe spécialisée sur l'intelligence artificielle. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. On a 6 personnes. OK. Donc tu en parlais tout à l'heure. Dont ce qu'on appelle notre AI Squad, pardon pour l'anglicisme. L'idée, c'est quoi? C'est que c'est des gens qui vont nous aider, sur ces sujets spécifiques d'impact de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est des associés ou c'est des collaborateurs? Alors, il y a 2 associés, un directeur et 3 senior operating partners. Mais qui font, ils font ça. Les operating partners, il y en a un qui est un spécialiste de l'IT, il y en a un qui est un spécialiste de tout ce qui est développement, technologie, et il y en a un qui est spécialiste des produits. Voilà. Et puis dans nos collaborateurs salariés, il y a 2 associés. Il y a une associée, Shangyan Chao, qui est d'origine chinoise, qui est bien évidemment depuis 18 ans, qu'elle a 18 ans en France, qui est une investisseuse dans le software et dans la tech, qui a en fait du secteur. Puis qui a une appétence incroyable, qui a une connaissance dingue du sujet et qui nous aide à la fois côté équipe d'investissement, identification des secteurs, etc. Et puis on a eu la chance d'accueillir un garçon qui s'appelle François Candelon, qui est honnêtement une sommité mondialement reconnue dans l'IA. C'est quelqu'un qui a dirigé pendant assez longtemps le Anderson Institute au Boston Consulting Group, qui est membre de l'American Society for AI. Il n'y a que 3 Européens dans ce groupe des grands pontes de l'AI, qui est professeur à Harvard sur l'impact de l'IA sur les entreprises, et qui a décidé de nous rejoindre parce que lui, ce qu'il anime, ce qu'il a envie de faire, c'est d'accompagner les PME européennes et les ETI européennes dans la transformation de l'agence artificielle et AI agentique. Pourquoi? Parce que il y a déjà un petit peu de temps de ça, il était responsable du bureau de Shanghai, je crois, si je ne me trompe pas, en Chine, donc de BCG. Il avait parmi ses grands clients Huawei. Et le CEO de Huawei lui a montré à l'époque ce qu'il faisait dans ce domaine-là. Il s'est dit, alors là, on est
à l'ouest. Il va falloir, il va falloir y aller, quoi. On est au mieux en retard. Et donc voilà. Et donc il nous a rejoint. Et l'orchestre, pour nous, c'est absolument génial. Ça nous permet d'avoir des insights absolument dingues, des collaborations incroyables. Et donc l'idée de cette équipe, cette équipe, elle va nous aider à d'abord comprendre ce que signifie la révolution agentique, la révolution de l'intelligence artificielle dans l'attractivité des secteurs, dans l'attractivité des entreprises, nous aider à identifier le potentiel que présentent certaines entreprises pour bénéficier de cette révolution, pour augmenter leur chiffre d'affaires et leur marge, et puis après d'aider à la mise en place de programmes opérationnels. Donc les 21 programmes dont je parlais, c'est eux qui les orchestrent. C'est pas eux qui font, mais c'est eux qui les orchestrent. Et c'est un vrai savoir-faire. Et plus vous en faites... Oui, c'est un espèce de think tank c'est plus que ça, transversal. C'est plus que ça, c'est des gens qui vont accompagner la transformation opérationnelle. Dans tous les secteurs, c'est ça qui est très important. Dans tous les secteurs, dans toutes nos entreprises de portefeuille. Et honnêtement, les CEO qui ont mis en place ce truc-là sont super contents, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on le voit avec nos clients, lorsqu'on discute de l'investissement dans l'intelligence artificielle, évidemment, on sort les 7 magnifiques tout de suite, évidemment, avec en tête NVIDIA. On ne pense pas qu'en fait, les grandes opportunités de l'intelligence artificielle, elles sont dans tous les secteurs de la planète, qui ont besoin de se transformer presque. Exactement. Parfois, il faut acheter pas trop cher. Quelqu'un qui va valoir très cher. Parce qu'il a besoin de revoir son modèle. Parce qu'on va l'aider à embrasser ça, plutôt que d'acheter très cher quelqu'un qui est déjà là, en fait. Voilà. Donc, après, il ne faut pas se tromper. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est créer le delta. Donc comment est-ce qu'on va revaloriser l'entreprise en améliorant sa performance, mais aussi son positionnement et donc l'attractivité stratégique qu'elle va avoir pour des acheteurs industriels ensuite. Est-ce que tu vois des grands mouvements, je finis là-dessus, on ne va pas être négatif, mais est-ce que tu vois des grands secteurs, on parlait en préparant cette émission des softwares, etc. Est-ce que tu vois des grandes mutations où il risque d'y avoir quand même des acteurs qui vont rester sur le côté? Ou est-ce que finalement, cette IA, elle peut être positive dans tous les secteurs? Non, elle ne sera pas positive dans tous les secteurs. C'est bien de le dire. Mais comme n'importe quel... quand l'électricité est arrivée, le gars qui vendait des bougies, c'est pas génial, quoi. Donc voilà, ça c'est... il en a vendu moins, quoi. Voilà, donc ça c'est vrai pour toute révolution technologique. Par contre, la conviction qu'on a, c'est que ça ajoute... La croissance, elle est tirée par la croissance de manière générale, elle est tirée par ces innovations, par l'industrialisation de ces innovations. Et donc, le gâteau sera plus grand. Voilà. Après, il y en aura qui n'auront plus de gâteau, et puis il y en aura qui auront un plus gros gâteau. Mais l'ensemble des gâteaux, ça fera un montant qui sera plus important. Donc, il y a effectivement des secteurs dont l'attractivité, dont la pertinence, le potentiel de croissance va disparaître ou va s'amenuiser. Et c'est vrai dans certains domaines du software. Il y a des softwares qui, je ne vais pas les citer par charité, etc., mais il y en a des choses qui ne vont pas. Et puis il y en a d'autres où ça va au contraire aider. Mais moi, je pense que d'une manière générale... Ça va changer, quoi qu'il arrive, leur utilisation. Mais d'une manière générale, de toute façon, c'est là. Voilà, donc il faut avoir un discours volontariste. Il ne faut pas être naïf. Et positif pour le monde. Le changement, mais parce que c'est extraordinaire. Bien sûr. Je veux dire, ça ouvre des perspectives colossales. J'étais chez mon dermatologue il n'y a pas longtemps. Je veux dire, à un moment donné, c'est colossal. On devrait se réjouir de ça, en fait. Bien sûr. Après, il faut en gérer les conséquences sociales, il faut en gérer les conséquences, etc. Mais ça, c'est comme tout le temps. Pour finir sur Seven2, petite question, c'est pas une question piège, sans citer quoi que ce généralement, soit de quand on dit ça... Non, c'est pas ça. T'as une idée d'une petite pépite en ce moment que vous regardez pour nous glisser juste 2 mots d'un truc où tu te dis, ça j'aimerais bien qu'on la rentre dans le portefeuille ou quelque chose que vous surveillez à terme, où tu te dis, ça va être génial. Ça, c'est pour nous. En fait, on est très excité par tout ce qui est autour de la... On a fait un investissement dans la résilience énergétique. On a eu un de nos associés qui nous a... Parce qu'on réfléchit, on se présente en permanence, les opportunités, etc., qui nous a... Entre associés, pour réfléchir un peu où on positionne nos trucs. Et tout ce qui est autour de l'optimisation du réseau et de l'accès à l'énergie. On voit bien qu'aux États-Unis, il y a 2 bottlenecks aujourd'hui. Alors, les modèles sont différents. Et en Europe, tous les pays sont différents, etc.
Mais il y a deux bottlenecks, il y a l'accès à l'énergie et l'accès à la donnée. Ouais. Voilà. Donc l'énergie, c'est un truc qui nous excite beaucoup. On est en plein dedans avec l'actualité en plus. Exactement. Les énergies fossiles. Il faut voir le monde de demain, justement, donc, pour arrêter d'être dépendant. Donc c'est tout ce qui est autour de l'électricité, l'optimisation de ces choses-là. Ça, pour nous, c'est très intéressant. Voilà, c'est pour citer un truc un peu... Non, mais c'est très technique, en fait, finalement. De toute façon, il y a un moment donné, il faut rentrer quand même dans le détail. Voilà. C'est rassurant. Ce que j'aime dans ton discours, c'est l'ADN de spécialiste, en fait. On peut être inquiet que quelqu'un soit trop spécialisé. Dans votre milieu, je pense que c'est mieux de se spécialiser. Je dirais que c'est l'intérêt de... Bien connaître son secteur. Quoi. Ouais, mais ses boîtes, d'abord. Bien connaître ses boîtes. Nous, quand on dit qu'on connaît une boîte, c'est parce qu'on y passe un temps majeur, qu'on a le CEO au téléphone mobile le dimanche parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà, quand on connaît une boîte, on connaît une boîte. Le secteur, pareil. Et le CEO, il vous connaît aussi. Ouais, alors parfois, il trouve qu'il nous connaît trop. Je faisais la blague parce que, évidemment... Voilà, et puis quand ça fait 30 ans ou 40 ans que vous investissez dans un secteur, que vous suivez les différentes vagues d'évolution, vous finissez par connaître un peu. Voilà. Et c'est ça qu'on apporte d'une certaine manière. On a des portefeuilles relativement concentrés par rapport à ce qu'on peut voir dans le côté, etc. Mais on peut avoir, tout en ayant une diversification géographique, business model, etc. Mais on peut avoir cette concentration parce que voilà, on sait ce qu'on fait, entre guillemets. Allez, parfait. Merci beaucoup. On va passer à la conclusion, mais d'abord, dernière mini-séquence. Ouais. Allez, on va retourner une dernière fois la roue. Évidemment, je sais que tu prends goût. Exactement. C'est parti. Alors, ni rose ni violet, ça m'arrangerait bleu clair, j'allais dire magnifique. Parfait, c'est questions en vrac. Alors ça, c'est ma mini-séquence préférée, parce que ce sont des questions un peu plus sur ta personnalité. Un livre, un film qui t'a marqué, que tu aimerais nous conseiller, mon cher Thomas? Alors, le livre, c'est facile. C'est Vie et Destin de Vassili Grossman. Je ne comprends pas qu'on ne fasse pas étudier ce livre à l'école. On fait étudier des livres qui n'ont aucun intérêt. Ouais. Donc, Vassili Grossman, c'est une fresque qui se déroule dans la Seconde Guerre mondiale. Avec, je dirais, différents personnages. Et c'est un livre absolument fabuleux, d'une humanité incroyable. C'est le premier livre de fiction à avoir été interdit en Union soviétique. Ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que l'auteur, il fait un parallèle entre les deux. Voilà. Donc, franchement, c'est un livre extraordinaire. Moi, Très bien. Voilà, je force les gens à le lire. Tes enfants, évidemment. Alors... Oui, après, ça fait 500 ou 600 pages. Voilà, on lit pas ça à 12 ans, quoi, je veux dire. Mais bon, ils sont plus vieux. Mais ouais, c'est un livre extraordinaire. Et un film ? Alors, c'est plus compliqué, les films. Ouais, alors il y en a un pour qui j'ai une tendresse, mais c'est plus très à la mode parce que c'est un film de Woody Allen. On va dire, mais moi j'adorais Manhattan. C'est toujours pareil. Manhattan, voilà. Ouais. Et puis Barry Lyndon. Ouais. Ah oui. Ouais. Très bien, à la fois pour la musique de Schubert et les images de Kubrick et la fresque. Voilà. Ouais. Très bien. Alors là, ça peut être perso comme pro. Le meilleur conseil qu'on t'a donné dans ta vie, selon toi? Est-ce que ça vient de ton papa, ton grand-père? Est-ce que ça vient de tes employeurs? T'as la sensation qu'il vient d'où, ce meilleur conseil? J'ai eu la chance d'avoir autour de moi beaucoup de personnes dont j'ai pu m'inspirer. Sans forcément qu'ils donnent des conseils. Je crois que la meilleure inspiration qu'on peut avoir, c'est par les exemples qu'on a autour de soi. Et j'ai eu la chance d'avoir dans ma famille beaucoup de gens qui m'ont inspiré à différents niveaux, sans que forcément ce soit... voilà. Et puis j'ai eu le bonheur d'habiter 1 an chez mes grands-parents pendant que je faisais mes classes préparatoires. À Paris ? Ouais, à Paris. Et puisque moi, je venais de Marseille, je venais de province. Donc j'étais chez mes grands-parents pendant que je faisais mes classes préparatoires à Paris. Et ouais, c'était des discussions géniales. Et là, en fait, la distance générationnelle fait qu'en fait, on a des discussions sur le fond, quoi. C'est une vraie chance. Parce qu'on ne va pas parler du dernier machin, du dernier truc, puisque de toute façon, on n'a pas les mêmes. Donc, on parle des vraies choses. Et donc, moi, le conseil que je dirais, c'est de prendre tout ce qu'on peut prendre autour de soi. Parce qu'il n'y a pas besoin de chercher parfois bien loin. Personne t'a conseillé d'être curieux. Tu parlais de curiosité en début d'entretien. Mais en fait, on vous le... Mais ça t'a été insufflé, en fait. Voilà. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est de sortir de sa zone de confort. Ouais. Voilà. Et nous, quand on recrute chez 72, on essaie de voir des gens qui, à un moment donné, ont accepté de sortir de leur zone de confort. Parce que, voilà. Très bien, c'est important. Voilà. De pas rester dans... Alors, il faut avoir des convictions, mais il ne faut pas rester enfermé dans ses convictions. On en parlait tout à l'heure. Donc moi, je suis très attaché à la Bretagne. Je suis de famille bretonne, d'origine bretonne, etc.
Et en fait, c'est cet équilibre entre savoir qui on est, d'où on vient, qui permet d'être ouvert et de s'exposer au truc. Donc, Évidemment. sortir de sa zone de confort, ça nécessite d'abord de savoir où elle est, sa zone de confort. Non, mais tu parlais de Et ton... donc, pour moi, c'est cette balance permanente qui fait que... Voilà, et puis après, on ne peut pas toujours non plus prendre des risques. Il y a des moments où il faut... Voilà, Non, mais tu parlais Mais- du fait que tu aies grandi dans plusieurs régions de France. Ouais, Ça permet ouais. aussi, à 22 ans, Ouais. d'être capable d'aller vivre aux États-Unis du jour au lendemain et de ne pas avoir Ouais, cette alors à 22 peur ans, de... je suis parti à Londres Enfin, tu avec vois ce que je veux ma dire, de petite, partir, ouais. voilà. une valise, quoi. Et il faut Voilà. être capable d'avoir quand même cette Ouais, curiosité mais c'est de tout beaucoup plus remettre en question, facile. quoi. C'est beaucoup plus facile si on sait où retourner. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là, c'est la Bretagne. Ouais. Ouais. Et, ouais. Justement, alors, je saute une question. Comment tu déconnectes, alors à la fois du private equity, c'est-à-dire cette mécanique intellectuelle d'être dans l'entrepreneuriat, dans le développement, dans la croissance, etc., mais aussi d'être le patron d'une grosse boîte. Comment tu te déconnectes? C'est quoi ta déconnexion? Alors la famille, Ouais. voilà. Et puis effectivement, retourner chez moi en Bretagne, Ouais. dans ma maison, dans un environnement qui n'a rien à voir, avec des agriculteurs, un petit village de campagne, voilà. Et, Donc rien à voir du tout avec, en fait, j'imagine, l'environnement les gens parisien. là-bas, ils Ouais. savent pas ce que je fais, Ouais. ils en ont rien à faire. Ouais. Ce qu'ils veulent juste voir, c'est si je suis sympa, normal, et qu'on fait des trucs ensemble. Ouais. Et ça se passe comme ça, parce que j'y vais, c'est des trucs de famille depuis longtemps. Ouais. Voilà. Et pour moi, c'est cette espèce de... En fait, c'est mon autre vie. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et moi, quand je vais là-bas, je vais pas en vacances. Ouais. C'est mon autre vie. D'accord. Voilà. Et les deux vont très bien Ça, c'est ensemble. intéressant, Et j'ai ça. besoin Ouais. des deux. Ouais. Voilà. Et je pense qu'on a tous... voilà. Et c'est pas il y a une cohérence souvent entre les deux, puisqu'on est la même personne, mais il faut avoir Et je pense qu'il faut avoir cette capacité à déconnecter. À couper, ouais. Voilà. Et puis généralement, c'est parce qu'on se reconcentre sur ce qui est vraiment aussi essentiel, quoi. Pour chacun d'entre nous, on a tous nos petits jardins secrets, voilà. Ton dernier voyage qui t'a marqué? Alors, c'est pas le dernier, mais c'est le Japon. Ouais. Voilà. En famille? En famille, ouais. D'accord. Et alors, quel genre de Japon? On a fait Urbain, le truc, rural, ouais, la on totalité. Non, on était à Tokyo, machin, Ouais, tout donc ça, là, mais, ouais. truc classique, quoi, Ouais. hein, on n'a pas baroudé, etc. Mais Tes enfants sont ados ou grands ados? alors, mes enfants ont 18 et 20. Ouais, donc ils sont. Ouais. Enfin, bien, Donc la culture 17, japonaise, ouais, 17 ok, presque ouais, 18 ok, et 20. Ok. Bah, mes enfants, ils sont binationaux, Ouais. puisque mon épouse est néerlandaise, donc ils sont franco-néerlandais. Et j'aime beaucoup ce qu'ils m'ont dit tous les deux, d'ailleurs. Quand on leur demande vous êtes quoi, ils disent je suis 100% français et 100% néerlandais. Voilà. Et donc le Japon, pourquoi? Qu'est-ce Parce que d'abord, il faut. En fait, moi, j'ai appris une chose j'ai retenu une chose des États-Unis, c'est que c'est une autre planète. Moi, je suis toujours surpris des gens qui font des parallèles avec leur. C'est un autre monde. Ouais. Il faut accepter que ça ce sert à soit. rien de comparer. Ouais, Non, je suis d'accord. c'est d'autres références, Je suis d'accord. c'est un autre monde. Alors le Japon, Ouais, c'est autre chose. c'est encore. Alors là, c'est une autre planète. J'y suis jamais allé. Voilà. Et après, j'ai une envie d'y aller. Et mais ça- après, il y a cette exigence esthétique de la perfection. qu'on peut discuter, mais non, mais c'est qui- une pression énorme. Pour Voilà, un qui crée, Japonais. qui crée Une des pression gens. énorme. Voilà, j'en sais rien, mais en tout qui est cas de géniale. l'extérieur, Ouais, qui est Impressionnante. impressionnante parce que c'est ce souci du geste Ouais. juste, du truc bien fait, c'est cette exigence-là, je trouve que c'est très impressionnant, très très Et impressionnant. Ouais. malheureusement, ça se perd un peu dans le reste de la planète. J'en sais rien. Il y a ça. eu des cultures qui étaient attachées à ce genre de choses et qui sont un peu en train de se déliter, non? Je pense. Ouais, moi je. C'est un peu dommage. Alors je vois pas les choses comme ça en fait. Tant mieux. Les choses évoluent, voilà, et c'est comme ça. Il y a toujours des choses qu'on regrettera et il y a toujours des choses qu'on préfère. Donc voilà, c'est la vie en fait d'une certaine manière. Très bien, c'est une très bonne philosophie. Allez, on va finir, on va conclure cet entretien qui était très agréable, mais toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Pour conclure, d'abord, une première question. Est-ce que si tu devais donner une seule règle à un investisseur particulier qui s'intéresse au non-coté, ce serait laquelle, Thomas? De ne pas investir de l'argent dont il peut avoir besoin dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. C'est de l'épargne longue. Et donc épargne longue, ça veut dire qu'on peut l'oublier un moment et avoir la bonne surprise de voir qu'elle a été multipliée par je ne sais pas combien. Mais voilà, on voit bien qu'il y a un sujet toujours autour de la liquidité. Et donc c'est un actif qui est pas liquide ou semi-liquide. Voilà. Donc
Voilà. Et après, ce qui est bien dans le private equity, c'est d'être exposé à plusieurs millésimes. Voilà. C'est de ne pas tout mettre en même temps d'un coup. Alors, sauf si c'est chez Seven2, évidemment. Mais voilà, c'est plusieurs millésimes. C'est bien de l'avoir dit quand même. Plusieurs millésimes et de l'argent qu'on peut oublier pendant un moment. Donc on diversifie et on prend du temps. En millésime, pas très bien, hein. On peut investir dans plusieurs. Voilà, parce que c'est important de. Si on regarde ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, faut pas être grand clair pour savoir si j'investis en 2021 ou si j'investis en 2007 ou si j'investis. C'est pas la même chose. Oui, bien sûr, évidemment. Très bien profiter finalement de la notion de cycle. C'est de l'économie de base. Ou au moins diversifier sur le millésime, ouais. Question un peu plus centrée sur notre profession et évidemment sur notre audience, notre audimat sur Zoom Invest. C'est pas un secret, Seven2 s'intéresse encore au secteur de la gestion de patrimoine. Tu penses que c'est un métier qui peut avoir de l'avenir justement avec l'arrivée de l'IA? Est-ce que c'est un métier qui a des grandes perspectives de mutation dans le bon sens? Si vous voulez, on a investi il n'y a pas très longtemps dans une société qui s'appelle Olifan. Donc, si on pensait qu'il n'y avait pas d'avenir, on ne l'aurait pas fait. Donc, on est bien évidemment convaincu qu'il y a de l'avenir. On avait investi précédemment dans Crystal. Très belle réussite. Qui a connu un très beau parcours. Et de manière un peu parallèle, on a investi aussi dans la gestion de fortune en Allemagne, une société qui s'appelle Acharka Lunis. Donc, on est persuadé qu'il y a bien évidemment un très grand avenir pour toutes ces professions et tout ce secteur. Après, il va falloir embrasser les révolutions qui se profilent pour être sûr qu'elles soient bénéfiques. Hein. Et donc, bien évidemment, on en a parlé, on ne va pas refaire le laïus sur l'IA, mais bien évidemment que ça va impacter ces professions. Mais là encore, je pense que pour les gens qui travaillent, qui prennent ça va leur permettre d'apporter plus de valeur et plus de services à leurs clients. Non, mais c'est important parce que justement, y avait jusque-là peut-être des opportunités sur le regroupement dans notre profession. Je pense au modèle de Crystal. Ouais. Aujourd'hui, le modèle, il est peut-être aussi dans les CGP augmentés. J'utilise le terme que tu as utilisé tout à l'heure. Ça peut aller ensemble parce que bien sûr, évidemment. Parce que d'une certaine manière, il faut des moyens. En fait, la technologie nécessite des investissements et de la prise de risque quand même. Et donc, le regroupement ou la consolidation peut permettre de dégager des plateformes qui ont la taille suffisante pour être moteur dans ces domaines-là. C'est l'exemple de Crystal d'ailleurs qui s'en est sorti en tout cas pour bien l'instant. Vu. Très bien. Non, mais merci, c'est important de le rappeler parce que quand même, moi ça m'intéresse et je pense réellement que notre métier a une vraie opportunité à saisir avec l'intelligence artificielle. En tout cas, nous, on est là pour nos investissements en témoignent. Ouais. Allez, pour conclure et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, mon cher Thomas ? T'as 2 heures. Non, plus sérieusement, de jamais être blasé. Voilà. C'est de garder toujours cette curiosité pour les choses et les gens. C'est un message que tu essaies de transmettre à tes enfants aussi ? J'en sais rien parce que d'abord je suis pas forcément très bon pour leur transmettre des trucs. Puis j'ai l'impression que parfois plus on leur dit. Et moi ça marche. Mon épouse est sans doute meilleure pour tout ça. Ouais. Non, j'espère que c'est quelque chose qu'ils voient, même si j'y arrive pas toujours. Ouais. Et donc pour revenir sur ce que je disais, c'est souvent par l'exemple qu'on arrive à faire passer des messages, pas forcément en les donnant de manière péremptoire ou directe. Voilà. Très bien, mais on va rester sur cette conclusion, c'est par l'exemple, donc ça c'est très bien. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Thomas Villeneuve, président de Seven2. On retrouve évidemment tous vos produits et toutes vos solutions auprès de nos partenaires, on a l'habitude et on vous connaît bien. Merci Thomas de ce moment. Et merci à J'étais ravi de le partager avec toi. Et bonne continuation pour Zoom Invest. Merci beaucoup. Merci.